Bon, j'ai quand même le grand plaisir ce soir de présenter Sylvain Chaty. Quand je dis présenter Sylvain Chaty, je pense que beaucoup de gens parmi vous ici le connaissent déjà, puisque ça fait des années, ça fait combien? 15 ans peut-être que 20 ans que Sylvain vient très régulièrement au festival. Donc je suis très heureux de l'accueillir une fois de plus. Alors Sylvain Chaty, qui est? C'est un astrophysicien qui s'intéresse particulièrement aux objets compacts, par exemple les trous noirs et les étoiles à neutrons. Il est astrophysicien enseignant à l'université Paris-Saclay. Il enseigne également à l'école... Pardon? Ah, Paris-Cité, oui, pardon, Paris-Cité. Il enseigne également à l'école polytechnique. Et voilà, bon. Donc, je pense que s'il a quelque chose à ajouter dans cette présentation, tu n'hésiteras pas à le faire. Alors, le thème qu'il a choisi de traiter, c'est « Nouveau monde, nouveaux défis ». Là, on est vraiment dans quelque chose de très important, je crois, pour l'avenir, parce que le constat, c'est quoi? Le constat, c'est qu'on a découvert depuis quelques années bon nombre d'exoplanètes, qu'on a exploré les planètes, les satellites de ces planètes, etc., de notre système solaire, et que tout ça, bien sûr, ça pose pas mal de questions. Des questions d'ordre technologique, des questions d'ordre scientifique, mais aussi des questions d'ordre éthique. Parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Est-ce que... Et en résumé, on pourrait dire, est-ce qu'on va continuer à faire de l'exploration spatiale, ou comme certains le veulent et certains en parlent, faire plutôt de la conquête spatiale? Exploration, conquête, je crois que ça c'est au cœur du débat éthique de l'homme en dehors de sa planète, et c'est de cela dont va nous parler Sylvain Chaty ce soir. Bien, merci beaucoup, merci Bruno, merci à tout le monde d'être là. Ce soir, en effet, j'aurais pu laisser Bruno parler, parce que finalement, il faisait très bien la conférence, mais je vais quand même prendre la suite. Donc ce soir, nous allons parler de nouveaux mondes, de nouveaux défis que pose l'exploration de ces nouveaux mondes, et je suis totalement d'accord avec Bruno qu'on parle peut-être un peu trop de conquête, voire même dans certains livres de colonisation de l'espace. Et en effet, je préfère parler d'exploration spatiale. Je pense qu'il vaut mieux explorer que coloniser. Et en tout cas, si on veut, à un moment donné, coloniser, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est un terme qui est d'ailleurs très connoté, il faut le faire en toute intelligence. Et ce débat, on pourra l'avoir sur les différents mondes que nous allons voir en cours de cette conférence. Alors, nouveau monde, nouveaux défis, de quoi va-t-on parler ce soir? Eh bien, j'ai choisi en fait 5 défis. Et mon défi, c'est de tenir ces 5 défis pendant l'heure qui m'est impartie. Donc le premier, c'est la ruée vers la Lune, qui, on le sait, se veut être le prochain spatioport du futur pour des prochaines explorations spatiales dans le système solaire. Le défi numéro 2, c'est Objectif Mars, explorer, coloniser, et c'est là que le terme coloniser prend tout son sens sur Mars, puisque on peut très bien, en colonisant Mars, en fait, détruire des traces de vie fossile qui pourraient exister encore sur Mars. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur Mars et pourquoi y aller et qu'est-ce qu'on peut y faire si on y va. Le troisième défi sera qui est un exploit en fait, pour moi, c'est de ramener des morceaux d'astéroïdes. On va voir pourquoi c'est un exploit, pourquoi c'est compliqué, et encore une fois, à quoi ça sert, et pourquoi plusieurs agences spatiales dans le monde s'attellent à exceller dans cet exploit. Et ensuite, on verra le quatrième défi qui est un véritable challenge, qui est de plonger au cœur des satellites. Alors, évidemment, il y a eu déjà des conférences, aujourd'hui par exemple, sur ce sujet-là.
Et vous allez voir que non seulement l'idée c'est d'explorer ces satellites, de mieux les comprendre, mais aussi de voir comment mieux appréhender pas seulement la surface, mais l'intérieur des satellites des planètes géantes. Et donc le dernier défi, si j'y arrive, ce sera évidemment le défi ultime, c'est de déceler de la vie extraterrestre ailleurs, si il y en a et si elle existe. Voilà donc mon défi, c'est de parcourir ces 5 défis-là. Je vais essayer de le faire avec vous, mais j'ai pas envie de parler tout seul, et du coup je me suis dit que j'allais aussi vous poser quelques questions pour vous réveiller en tout cas. Donc il y aura en fait 5 questions correspondant aux 5 défis. Et le premier, c'est, je vous pose cette question, qu'est-ce que c'est que cette image? Donc là, vous voyez une chute d'eau, je pense, tous. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec l'écran, on voit que l'eau est en train de couler. Donc, je vous propose 3 réponses possibles. La première, c'est la photographie. Est-ce que c'est la photographie d'un arc-en-ciel de soleil? Donc là, il y a un lien avec le marathon des sciences, si vous l'avez fait samedi dernier. Voilà, prise par un certain Yves Carbonnier avec un Nikon, centième de seconde et f fermé f sur 10. Réponse numéro 2, est-ce que c'est la photographie d'un arc-en-ciel de lune? 3 minutes de pause à f sur 2.5. Et troisième réponse, c'est une image générée par IA que j'ai pu faire avec ChatGPT cet après-midi. Qui pense que c'est la réponse 1? Ah, il y a 2 personnes là-bas. Qui pense que c'est la réponse 2? Ah, j'ai un petit peu plus de monde, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. Et qui pense que c'est la réponse 3? Alors là, quasiment l'unanimité. Donc la démocratie voudrait que ce soit la réponse 3. Or, il y en a un dans la salle qui sait que ce n'est pas la réponse 1, c'est Yves. Donc c'est la réponse 2. Alors pourquoi c'était évident que c'était la réponse 2? Enfin, je dis ça, je suis désolé pour tout le monde en fait. Parce que, d'abord, vous voyez des étoiles. Donc, c'est en effet pas un arc-en-ciel de soleil. Et puis, vous voyez un arc-en-ciel quand même, bien irisé, et vous voyez une chute d'eau, et elle tombe pendant longtemps, l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une pause longue, et en effet, c'est un arc-en-ciel qui est produit par la Lune. Tout ça pour m'amener vers mon premier défi, qui est la ruée vers la Lune, le spatioport du futur. Et là, le défi, c'est évidemment d'atteindre la Lune. Pour la coloniser, pour l'interrogation, vous allez me dire, on l'a déjà fait, en effet. On l'a déjà fait, en effet, on va le voir. Et pourquoi aujourd'hui veut-on y retourner? Est-ce qu'on veut juste faire la même chose? Et pourquoi? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qu'on imaginait avant de la Lune? D'abord, pour y aller, vous connaissez tous Tintin, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais vous voyez que ça ressemble beaucoup aux fusées qui ont permis d'aller sur la Lune, finalement. Donc ça, c'est dans l'imaginaire commun. Un petit peu plus lointain, Jules Verne, qui imaginait aussi des obus géants qui pourraient être éjectés et parcourir la distance Terre-Lune. Et encore plus lointain, peut-être que ça vous connaissez moins, Savinien Cyrano de Bergerac, qui imagine plein de moyens pour s'extraire de la Terre, dont le fait de s'enduire d'eau de rosée, qui permet d'être plus léger et de s'élever comme ça. Alors ça a marché un certain temps, et puis donc il s'est élevé, puis la Terre a tourné, il est retourné au Canada. Ça, c'est la rotation de la Terre qui permet de faire ça. Sinon, il a mis des fusées de feux d'artifice qui lui ont permis de se déplacer et d'atteindre la Lune et de découvrir plein de choses. Ça, c'est les moyens de transport. Après, qu'est-ce qu'on imagine? Vous connaissez tous Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune. Alors, les plus jeunes qui ne le connaissent pas, il faut qu'ils le regardent. Donc, ce sont des savants, que des hommes d'ailleurs, avec des grandes barbes, vraiment l'image, l'archétype du savant qu'on pouvait imaginer à cette époque-là. Donc Méliès, c'est donc l'un des premiers à effectuer des effets spéciaux dans le cinéma. Et en fait, il y a donc une sorte de vaisseau spatial où il y a des hommes qui sortent sur la Lune, et voilà ce qu'ils imaginent de ces paysages lunaires, avec vous voyez la Terre qui est ici, là en fond, et évidemment la Lune est habitée. Et vous voyez ici un sélénite très méchant. L'avantage du sélénite, c'est qu'il suffit de lui donner un coup de parapluie pour qu'il disparaisse. Donc c'est très facile du coup de se battre contre les sélénites. Mais bon, ils s'échappent quand même de la Lune et puis ils reviennent en héros sur la Terre. Alors, ça c'est un peu l'imaginaire qu'on avait à cette époque-là, au début du siècle dernier. Et j'en viens maintenant aux premières images lunaires. Ça c'est la première photographie qu'on a de la face cachée de la Lune. Donc là, qui dit face cachée, dit face qu'on ne voit jamais.
Et donc, à un moment donné, les Soviétiques ont envoyé une sonde qui a pris une photographie de la face cachée de la Lune, et ensuite, ils ont renvoyé les données sur la Terre. Et donc, voilà l'image de cette face cachée. Vous voyez que c'est une très mauvaise résolution, mais c'était la première fois qu'on voyait cette face cachée, donc en 1959, qui correspond à peu près à la période de Hergé, qui dessine Tintin, qui va sur la Lune. Ensuite, je vous montre cette image que je vous ai déjà montrée en fait, l'année dernière. J'ai fait une conférence sur les images iconiques de l'espace. Et bien, je vous ai montré celle-là, qui est en fait la première image de la Terre, mais vue de la Lune. Et là, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la Lune. Donc, elle a été prise en 1966 à 48 km d'altitude. C'est une sonde américaine cette fois-ci. Et voici l'image qu'on avait de la Lune. Vous voyez, une très mauvaise qualité d'image. Et en fait, elle était destinée à repérer les lieux d'alunissage. Elle a été réanalysée en 1980, donc vous voyez qu'on voit un peu mieux les cratères. Et puis ensuite, en 2007, là vous voyez qu'on voit très très bien les cratères. Donc là, c'est une analyse un peu plus poussée de cette image-là, à partir des bandes magnétiques qui avaient été retrouvées. Et ça doit vous faire penser à une image iconique qui est le lever de terre, qui a été prise par les astronautes de Apollo 8 après 10 révolutions autour de la Lune. Au début, ils regardaient que la Lune, ils trouvaient ça exceptionnel. Et au bout de 10 révolutions, ils en ont eu un petit peu marre de regarder la Lune. Et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait la Terre qui était bleue dans le ciel et qui contrastait avec cette aridité et ce gris de la Lune. Et cette image est devenue iconique aussi dans le mouvement écologique en fait, de défense de la Terre et des ressources terrestres. Puisque là, on voit bien que la Terre, elle est bleue avec son eau qui la rend bleue, son atmosphère et son eau liquide, mais elle est entourée d'abord du ciel interplanétaire, du ciel noir, et donc ce qu'il y avait à côté, là, le plus proche, pour l'instant le seul objet sur lequel on soit allé, c'est un corps complètement aride. Bref, je ne vais pas tout vous faire sur la Lune, ça serait trop long, mais donc Apollo 11 est parti en 1969. Apollo 14, vous voyez, ils s'amusent sur la Lune, ils font des petits sauts et puis ils plantent des drapeaux. Apollo 17, ils s'amusent encore plus, ils prennent des rovers et puis ils se promènent un petit peu sur la Lune. Alors évidemment, il y a des expériences qui sont faites. Ils ont eu la bonne idée pour Apollo 17 d'envoyer un géologue qui a réussi à prendre des cailloux qui étaient un petit peu différents de tous les cailloux qui avaient été ramassés auparavant par les astronautes qui n'avaient une formation que de quelques heures en géologie, qui du coup ne savaient pas trop comment choisir les cailloux. Le programme Apollo s'arrête en 1972. Les missions Lunocode soviétiques s'arrêtent en 1974. Et puis depuis, il ne s'est pas passé grand-chose sur la Lune. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en fait, dans la fin des années 60, on se disait, maintenant qu'on est allé sur la Lune, on va aller sur Mars, puis après sur tout le système solaire. Et dans quelques années, il y a des articles qui disaient, avant la fin du siècle, on ira dans tout le système solaire. On aura colonisé tout le système solaire. Bon voilà, donc ça c'est la dernière mission lunaire en 1972. Et ensuite, plus rien. Donc il y a encore des missions soviétiques pendant quelques temps. Vous voyez que la Lune a été quand même pas mal étudiée. Donc ça, c'est toutes les missions américaines là, en vert, ensuite soviétiques en rouge, ensuite les missions Apollo en violet. Et donc vous voyez que la dernière, c'était une mission soviétique en 1976. Donc mission automatique, il n'y a pas d'humain. Et puis après, plus rien. On ne réalunit pas sur la Lune jusqu'à ces missions en jaune, là, et vous voyez, donc 2013, Chang'e 3, qui est une mission chinoise qui va alunir sur la Lune. Le renouveau sur la Lune arrive avec Chandrayaan 1, qui est une mission indienne, l'Agence spatiale indienne, en 2008, ainsi que quasiment de façon simultanée L-Cross de la NASA, mission américaine, en 2009, qui, toutes les deux, détectent de la présence d'eau dans les cratères polaires. Et là, je vous montre l'image donnée par la sonde Chandrayaan. Donc là, vous voyez la surface de la Lune. Et là, vous voyez la surface de la Lune, mais en bleu, vous voyez en fait tous les endroits où il y a de l'eau. Et en fait, sur la Lune, qu'on pouvait imaginer complètement aride, eh bien, il y a de l'eau sous forme glacée au niveau des pôles. En particulier les pôles, les cratères, le fond des cratères qui ne sont jamais éclairés par le soleil. Il va subsister de la glace d'eau. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut y aller, on peut récupérer de la glace d'eau, on peut récupérer de l'oxygène pour respirer, on peut de l'eau pour boire, et il y a d'autres éléments intéressants comme l'hélium-3 par exemple qui peut être utilisé comme carburant pour ensuite aller dans d'autres endroits du système solaire.
Donc, il y a un programme actuellement dont vous avez très probablement entendu parler, Artemis, dont le but est d'envoyer des Américains et des Américaines, puisque pour l'instant, il n'y a encore eu jamais de femmes sur la Lune, probablement en 2027 en fait. Donc Artemis 1, qui est une mission non habitée, a eu lieu en 2022, juste pour voir si toute la chaîne fonctionnait. Artemis 2 en 2026, là l'idée c'est d'envoyer une mission habitée mais qui n'irait pas se poser sur la Lune, et en 2027 d'envoyer Artemis 3 avec là des humains et des humaines qui se poseraient sur la Lune. Alors le programme Artemis, pour des raisons diverses et variées, et certaines qui sont assez évidentes, a pris un petit peu de plomb dans l'aile, donc il est possible qu'il y ait du retard. Est-ce qu'ils vont le faire? Attends, j'en sais rien. Donc l'idée c'est de faire un lanceur d'à peu près 100 mètres de hauteur, qui est le SLS, avec une capsule Orion qui va faire le trajet entre la Terre et la Lune, une station orbitale qui orbiterait autour de la Lune avec un atterrisseur, donc là j'ai mis l'un des atterrisseurs possibles, le Blue Moon, qui pourrait se poser sur la Lune. Et tout ça, l'idée finale, c'est de faire un village lunaire. Là, donc voilà, vous voyez, donc ça c'est vraiment une vue d'artiste, c'est-à-dire ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'est un tel village lunaire, avec des fusées. Donc là, c'est vraiment le spatioport dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez la Terre qui est ici, et vous voyez des habitats qui ont été créés à partir d'imprimantes 3D en utilisant le régolithe, c'est-à-dire la poussière lunaire qui est créée lors d'impacts météoritiques sur la surface de la Lune. Voilà, donc l'idée là, c'est d'installer donc une présence humaine, robotique aussi, hein, aidant les humains, mais quasi permanente sur la Lune, et dont le but est de rester comme ça, et de s'installer dans les cratères là où il y a de la glace d'eau. Donc ça, c'est l'idée d'Artemis, hein, donc ces missions américaines. Évidemment, les premiers qui arrivent sur un cratère, ils exploitent le cratère, et donc l'idée, c'est comme d'arriver en premier. Donc Artemis prend du retard. En parallèle, il y a les Chinois. Les Chinois, ils avancent. Alors pas du tout en collaboration avec les autres, en particulier parce que les Américains ne veulent pas collaborer avec les Chinois, ça c'est plus sur la station spatiale orbitale. Hein. Donc du coup, les Chinois ont fabriqué leur propre station spatiale. Donc Chang'e 4, c'était en 2019. C'est une mission, donc un atterrisseur qui a atterri sur la face cachée de la Lune, ce qu'on n'avait jamais fait. Donc là, vous voyez un petit peu la difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait un satellite qui orbite derrière, donc plus loin que la Lune. Là, c'est 384 000 km, un satellite qui va orbiter plus loin, et il y en a un qui va se poser, et du coup, vous pouvez communiquer entre celui qui s'est posé et celui qui orbite avec la Terre. Donc c'est un peu plus compliqué qu'un satellite qui va se poser directement sur la face visible. Donc là, vous avez l'alunisseur. Et là, donc là, un petit selfie de l'alunisseur qui se prend sur la Lune. Et puis, vous pouvez même voir l'astromobile qui va descendre de l'alunisseur. Donc, il n'y a pas une grande valeur scientifique à cette mission. Par contre, la première, c'était de alunir sur la face cachée de la Lune. Et évidemment, ça aussi pour montrer qu'ils pouvaient aller plus vite que les Américains. Chang'e 5 en 2020, c'est encore une mission chinoise qui se pose et qui récupère des échantillons, qui les ramène sur la Terre pour les analyser. Donc ça, c'est aussi une première depuis Luna 4 en 1976. D'accord ? On n'avait pas, depuis les années 70, ramené d'échantillons lunaires sur la Terre. Et finalement, Chang'e 6 en 2024 se pose sur la face cachée, récupère plusieurs kilos d'échantillons lunaires et les ramène sur la Terre. Donc ça, c'est une double première, puisqu'il se pose sur la face cachée, enfin c'est un double exploit plutôt, il se pose sur la face cachée et il ramène des échantillons de la face cachée. Donc vous voyez, les missions lunaires sont actuellement, j'ai pas envie de dire dominées par les Chinois, mais en tout cas les Chinois sont vraiment très très en avance, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premiers qui arrivent, ils exploitent ce qu'ils peuvent exploiter, et comme le droit spatial est très flou, si les Chinois sont déjà sur place, les Américains auront du mal à exploiter les mêmes cratères, ou inversement. Donc là, le défi, c'est d'arriver à cet endroit-là avant les autres. Alors voilà ce qu'on peut dire sur la Lune. Je vais maintenant vous poser, avant de passer là-dessus, je vais vous poser une autre question. Là, j'ai une figure, et il y a 3 réponses possibles. Est-ce que ça, c'est une sculpture égyptienne de la tête d'une femme dans le désert du Sahara?
Ou est-ce que c'est un dessin fait par l'astronaute Neil Armstrong avec de la poussière lunaire, donc le régolithe dont je parlais tout à l'heure, qui est le résultat des impacts météoritiques? Ou est-ce que c'est une montagne martienne vue d'en haut? Sculpture égyptienne, la tête d'une femme dans le désert du Sahara. Personne. Dessin fait par l'astronaute Neil Armstrong avec ses petites mains là, dans les gants, avec de la poussière lunaire. Non, elle est trop facile ma question. Donc c'est la 3. En effet, vous avez compris. En fait, c'est une montagne martienne qui est vue d'en haut et qui montre cette image d'une tête de femme. Voilà. Et donc, en effet, on arrive à l'objectif Mars. Explorer, coloniser, point d'interrogation. Alors là, la difficulté, on a parlé de la Lune. La Lune, c'est exactement 384 000 km en moyenne, hein, son orbite. Là, atteindre Mars, c'est plus compliqué. On est à un minimum de 56 millions de kilomètres. Vous voyez Mars ici dans le ciel de la Terre. Et Mars, elle a des conditions qui sont ce qu'elles sont actuellement. Donc la question aussi, c'est est-ce qu'on pourrait la terraformer? On va voir ça. D'abord, les premières images, je pourrais dire, ça c'est un dessin fait par Cassini donc, dans 1666 de l'Observatoire de Paris qui montre d'abord des structures sur Mars, mais surtout qu'il y a une calotte polaire d'eau glacée. Donc il y a de l'eau glacée en grande quantité sur Mars. Un autre dessin de quand même 2 siècles plus tard, hein, on fait un petit saut là, ça c'est la carte de Mars dessinée par Giovanni Schiaparelli, un Italien, un astronome italien, et qui voit des structures, qui détaille ces structures. Donc il a sa lunette, il regarde à l'œil et il voit des structures sur la planète martienne. À partir de là, certains, dont Percival Lowell, imaginent que ces structures sont des canaux qui récupèrent la glace d'eau qui est dans les pôles pour pouvoir irriguer des villes qui sont sur la planète Mars. Ça, c'est 1895. Percival Lowell, dans les années 1905, était invité par l'éditeur de Nature pour faire un état des lieux des possibles civilisations sur Mars. C'est pour vous dire qu'à cette époque-là, déjà, on imaginait qu'il y avait des Martiens. Alors là, vous voyez, ce mythe du Martien était déjà très présent à cette époque-là. Et je vais maintenant vous montrer une map monde, une carte faite par Camille Flammarion sur la planète Mars, avec un texte que vous allez entendre, qui est de Camille Flammarion lui-même. Une terre presque semblable à la nôtre, avec de l'eau, de l'air, des averses, des ruisseaux et des fontaines, c'est assurément un lieu peu différent de celui que nous habitons. D'accord, donc ça c'est la carte de Mars. Vous voyez, en fait, on pourrait imaginer que c'est la carte de la Terre, en fait. C'est la carte de Mars qui est imaginée à cette époque-là. Donc ça, c'est 1884. Et voilà, il ne dit pas qu'il y a des canaux et qu'il y a des villes. Hein. Mais par contre, il y a de l'eau, il pleut, des ruisseaux, des fontaines. Et probablement qu'il fait même bon y vivre. Et là, c'est vraiment le mythe du Martien qui commence. Et écoutez la suite qui est dans ce texte. C'est l'astronomie populaire de Camille Flammarion. Écoutez ce qu'il dit. On peut espérer que, puisque le monde martien est plus ancien que le nôtre, ses habitants soient plus sages et plus évolués que nous. Sans doute l'esprit de paix anime-t-il ce monde voisin. Donc fin du 19e siècle, non seulement on était persuadé qu'il y avait des Martiens, mais en plus, certains au moins pensaient que ça devait être des gens sympas, qu'on pouvait aller voir, à un moment donné, si on en a les moyens technologiques, et sympathiser avec eux. Bon, Mars c'est ça, d'accord. Mars c'est finalement assez aride, température entre moins 100 et 0 degrés, l'atmosphère très ténue. Alors les Martiens, évidemment, au cours du XXe siècle, on a compris qu'il n'y en avait pas, on a compris qu'il n'y avait pas de vie, etc. Mais quand même, on se disait, bon, il y a peut-être des plantes, il y a peut-être des algues, il y a peut-être des champignons, il y a peut-être quelque chose quand même de la vie quoi, sur Mars. Et donc on va l'explorer. Donc dans les années 70, dans la grande série d'exploration du système solaire, la sonde Viking 2, une sonde américaine, vous voyez, qui est ici, là, pour ne pas contaminer les possibles organismes qui pourraient vivre sur Mars, on la stérilise. On la met dans un four, on chauffe le four, du coup on chauffe la sonde et on se dit qu'on va stériliser pour ne pas contaminer avec des bactéries terrestres la surface de Mars. On l'envoie, ça c'est la première image qu'on a du sol martien, surface recouverte de poussière,
et on voit aussi du givre. Et évidemment, on est un petit peu déçu parce que on cherchait les Martiens et on n'en voit pas. Alors, ce n'est pas les Martiens qu'on cherchait, on cherchait des formes de vie sur Mars et on n'en voit pas du tout. Par contre, ce qu'on voit au fur et à mesure des explorations martiennes, c'est qu'il y a des canyons asséchés, donc ça prouve qu'il y a de l'eau liquide qui a coulé sur la surface. On voit des gros canyons comme ça qui n'ont pu être formés que par de l'eau qui a coulé en grande quantité sur la surface de Mars. Et on sait aujourd'hui, vous avez peut-être écouté la conférence de Sylvain Boulet, on sait aujourd'hui qu'il y a 3 milliards d'années, Mars possédait toutes les conditions nécessaires à la vie, donc il y avait de l'eau, il y avait de la matière, il y avait de l'énergie. Ça veut dire que la vie pouvait se développer, a pu se développer jusqu'à il y a 3 milliards d'années. Peut-être qu'il y avait des Martiens jusqu'à il y a 3 milliards d'années. Aujourd'hui, il n'est plus possible de vivre à la surface de Mars. Mais peut-être qu'il y avait des Martiens, ou de la vie en tout cas sur Mars, jusqu'à il y a 3 milliards d'années. En 2020, il y a 3 missions qui sont parties. Il y a une mission des Émirats arabes unis, il y a une mission chinoise qui est partie, et il y a une mission américaine qui est partie. Donc là, vous voyez la mission américaine et la mission chinoise qui est ici. Voilà. Les Chinois, c'est pareil, ils ont juste montré qu'ils savaient faire atterrir une mission, une sonde sur la planète Mars. Et là, je vais vous montrer juste le petit film de Persévérance qui atterrit sur qui va atterrir sur la planète Mars. Donc là, vous voyez les rétrofusées qui ajustent un petit peu l'angle d'arrivée. Le parachute qui est assez grand parce que l'atmosphère de Mars est très ténue, donc il faut un grand parachute pour la freiner. Le largage du bouclier thermique. Et là, vous avez une grue qui en fait élitreuille le rover Persévérance et qui choisit toute seule un site d'atterrissage parce que le temps de communiquer avec la Terre est trop long pour que ce soit les ingénieurs sur Terre qui choisissent. Boulon explosif, et après vous avez le rover sur place. Alors ça fait très science-fiction, en fait c'est vraiment comme ça qu'on fait atterrir un rover sur la planète Mars, donc c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur. Si vous voulez aller sur Mars, ça vous prendra à peu près 6 mois pour y aller, et les 7 minutes à la fin sont vraiment critiques, pour savoir si vous voulez survivre ou pas à ce voyage-là. Alors après ça c'est un selfie de Persévérance qui a étudié donc la planète Mars, et en particulier qui avait aussi avec elle un petit hélicoptère qui a exploré un petit peu les environs de cette planète, mais qui donc a confirmé qu'il y avait de l'eau, qu'il y a des sédiments, qu'il y a plein il y a de l'argile, il y a vraiment des preuves que il y avait de l'eau en grande quantité sur la planète Mars. Parallèle avec la Lune, les Chinois ont aussi donc atterri sur la planète Mars. Alors là, il n'y avait pas de grande expérience scientifique non plus. Par contre, ils ont montré qu'ils savaient faire atterrir. Et on a ce petit astromobile là, qui est descendu de l'atterrisseur et qui peut se promener sur la planète Mars. Il y avait un troisième, donc il y avait un autre satellite qui devait être lancé, une autre sonde, Rosalind Franklin, une collaboration entre l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et les Russes, Roscosmos, en 2020, qui devait forer le sous-sol sur 2 mètres. Et ça, c'est très intéressant parce que si il y avait de la vie à la surface, il n'y en a plus aujourd'hui parce que les conditions sont telles sur Mars que la vie pourrait plus subsister. Par contre, à l'intérieur, pourquoi pas? Et donc, le rover devait forer sur 2 mètres. Et en 2020, vous vous souvenez peut-être, il y a eu un événement mondial qui a fait que on n'a pas pu le lancer. En 2022, il y a eu l'agression de la Russie, l'agression de l'Ukraine par la Russie, donc c'est pareil. Ça. Donc du coup, aujourd'hui, on se dit que peut-être il y a une collaboration entre l'ESA et la NASA, peut-être en 2028, on n'est pas sûr, pour aller forer le sous-sol de Mars. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est Mars aujourd'hui, ça c'était Mars avant. Donc Mars avant était très vivable, un peu comme ce que racontait Camille Flammarion dans le texte que vous avez entendu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour ça, il faut revenir à la planète elle-même. La planète Mars n'a pas de magnétosphère, ou très très faible. Et du coup, il y a des particules énergétiques qui proviennent du Soleil et qui en fait chassent l'atmosphère de la planète Mars. Et c'est ce que vous voyez ici, ça c'est pas un dessin, ce sont de vraies données qui ont été acquises par le satellite Maven
autour de la planète Mars, donc des données de 2015 qui montrent en fait la planète Mars avec des particules qui s'échappent de son atmosphère. Et au début, donc jusqu'à il y a 3 milliards d'années, l'atmosphère de Mars était suffisante pour maintenir une pression et une température qui pouvaient héberger de l'eau liquide sur la surface. Et à un moment donné, l'atmosphère n'était plus suffisante, la pression n'était plus suffisante, et en fait, si vous mettez de l'eau sur la planète Mars, eh bien, elle va tout de suite s'évaporer, et elle ne va pas rester sur la planète. Alors, du coup, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller sur Mars actuellement? Personnellement, non. Au-delà du côté personnel, il fait froid et il n'y a pas grand-chose à faire. Les voyages sont dangereux, vous prenez plein de rayons cosmiques du Soleil et vous attrapez des cancers très rapidement. Mais au-delà de cet aspect personnel, important quand même, il y a le fait aussi que s'il y a eu de la vie sur Mars à un moment donné, et si nous, on envoie actuellement des gens sur Mars, nous risquons de détruire cette vie, ou voire même les fossiles de cette vie. Donc il faudrait, avant d'imaginer, si vraiment c'est utile, une colonisation de Mars, il faudrait d'abord être sûr qu'il n'y a pas eu de vie et qu'il n'y a plus de fossiles qu'on pourrait exploiter sur Mars. Parce que s'il y a eu une vie sur Mars, par contre là c'est très intéressant parce qu'on pourrait voir quelle est la différence entre cette vie martienne et la vie terrestre, et en particulier ça pourrait nous apporter des indices sur est-ce que la vie est très fréquente dans notre univers, et comment elle peut imaginer d'autres formes de vie possibles dans d'autres corps planétaires. Donc voilà, bon, ça c'est l'une des terraformations possibles. En fait, terraformer Mars, il y a des projets. Il y a des projets de terraformer Mars, c'est-à-dire on imagine qu'on va rajouter plein de CO2, du coup ça va faire plein d'effets de serre, la température va monter, et on peut monter comme ça de plusieurs dizaines de degrés. C'est ce qu'il faut, parce que pour l'instant il fait entre moins 100 et 0 degrés. Or, pour l'instant, on a déjà du mal à contenir la température de la Terre à 1,5 degré. Donc, on voit mal comment on pourrait faire ces changements-là. Et on a envie de dire, protégeons d'abord la Terre avant d'essayer de terraformer cette planète. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de plan B, parce que la planète Mars, elle n'est pas facilement transformable. Et là, vous voyez ces bulles là, qui pourraient, en fait, à l'intérieur de ces bulles, par contre, pourraient recréer une atmosphère dite terrestre. Après, il faut avoir envie de vivre dans ces bulles-là. Et puis, s'il y a un météorite qui arrive et qui casse la bulle, tout l'air qui est dans la bulle s'échappe, donc c'est pas non plus super agréable. Cela dit, il y a quand même des entraînements. Donc il y a des gens là qui sont dans un désert sur Terre, qui s'entraînent. Alors évidemment, ils s'entraînent. Alors c'est pas la même gravité sur Mars. Mars est plus faible en niveau de gravité, mais voilà, il y en a quand même des. Même si actuellement il n'y a aucune mission, il n'y a aucune agence spatiale qui envisage sérieusement un voyage sur Mars, il y a quand même on peut imaginer des entraînements pour voir comment on pourrait s'entraîner, comment on pourrait vivre sur la planète Mars. Il y a quand même un aspect aussi psychologique, c'est que depuis Mars, qui est au minimum à 56 millions de kilomètres de la Terre, quand vous regardez la Terre, vous voyez ça. Ça, c'est une vraie photo, j'aurais pu vous la mettre en quiz, c'est une vraie photo prise par le rover Opportunity, donc l'un des rovers qui a été envoyé sur Mars, de la Terre. Voilà. Est-ce que ça donne envie? Allez, troisième question. Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire? Alors, réponse 1, l'une des œuvres d'art contemporain qui est posée dans le désert du Sahara. J'aime bien le Sahara, je le mets souvent dans mes... Ah, il y a déjà une réponse. Réponse 2, un photomontage réalisé par IA, mais cette fois-ci, ce n'est pas ChatGPT, c'est avec le chat. Réponse 3, une capsule étanche contenant de la matière extraterrestre. Alors, réponse 1, œuvre d'art contemporain posée dans le désert du Sahara. Il y en a 2 là. Réponse 2, mon photomontage réalisé par le chat. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Une dizaine. Et réponse 3, capsule étanche. Eh bien, vous avez raison. Capsule étanche dont je vais parler. Alors le défi 3, c'est d'aller viser un morceau d'astéroïde, c'est d'aller viser un astéroïde qui est tout petit, de l'ordre de 1 km de diamètre, à une distance qui est grande, et d'en ramener un petit bout. Alors, la question c'est comment on fait pour viser cet objet, et comment on la ramène, et pourquoi, et à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on en découvre. Alors, je vous rappelle juste que nous, on est là.
Pour l'instant, l'humain n'est pas allé plus loin que la Lune, donc 384 000 km, ça c'est 56 millions de kilomètres. Et là, moi, je parle d'astéroïdes qui sont ici, en gros. Alors, ce qu'on imaginait auparavant, c'est... Il y en a qui étaient nés en 1910 ? Non. En 1910, en mai 1910, la comète de Halley est passée. Et les scientifiques disaient qu'on ne risquait pas grand-chose, mais il y avait eu des détections, en particulier de gaz de cyanure, dans la queue de la comète. Et donc certains journaux avaient fait leur grand titre en disant « mais ça va être super dangereux, la queue de la comète va passer dans l'atmosphère de la Terre et on va tous être asphyxiés ». Et à tel point qu'il y avait des gens qui vendaient des élixirs contre la comète. Il y avait plein de personnes qui allaient à l'hôpital en disant qu'ils avaient des crises d'angoisse. Et il y en a même qui sont suicidés. La veille du passage de la comète, il y en a qui ont tout dilapidé, leur argent, qui sont suicidés. Il y en a un qui a tout dilapidé mais qui ne s'est pas suicidé. Alors oui, le lendemain, il s'est trouvé un peu bête. Mais bon. Alors voilà, donc j'ai trouvé cette petite illustration. Expédition à la Lune, grande vitesse, 200 francs le coup. Et On s'en fout pas mal. voilà, il y avait les deux visions de la chose. Vous voyez que la Lune, elle dit soyez les bienvenus déjà. D'accord? Donc elle veut accueillir tout le monde. Il y a le au revoir et merci que j'aime bien aussi. Et à la suite, Nouveauté brevetée, échelle de sauvetage à la Lune. Par la voie la plus directe et la plus rapide, 36 970 milliards de kilomètres par seconde, 50 centimes par personne. alors je ne sais pas d'où ils ont tiré ce chiffre, parce que c'est quand même rapide. Et le dernier, Instantanés de la catastrophe paraîtront après la fin du spectacle. En vente ici, prix 20 francs, payable d'avance. moi ce que j'adore c'est le payable d'avance. Ils ne prennent pas de risque. Les premières images de la comète de Halley, photographiées en 1986 par la sonde Giotto. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu en direct à la télé, ça. Il y en a qui l'ont vu. Moi je l'ai vu. C'était beau, c'était émouvant. Alors l'image était un petit peu moins que celle-là, elle a été retraitée après coup. Voilà, donc la comète de Halley, quelques kilomètres, et avec cette grande queue de poussière ici qu'on voit, donc rattrapée par la sonde Giotto, qui était une sonde européenne. Alors il y avait en fait plein de sondes qui allaient prendre des images de cette comète-là. Ça, c'est la comète, ils ont appelé aussi Churyumov-Gerasimenko, mission européenne aussi, qui a exploré cette planète-là, qui est en fait un double noyau cométaire. Et moi, il y a en particulier ce selfie que j'adore, la sonde qui se prend en photo avec la comète derrière. Beau selfie. J'aime beaucoup les selfies, et là, je trouve qu'il est pas mal réussi. Voilà, donc ça c'est les comètes, mais je ne vais pas trop m'appesantir sur le comète, je vais plutôt aller sur les astéroïdes. Et là je vous présente Ryugu, qui est un astéroïde géocroiseur. Qui dit géocroiseur dit potentiel danger, parce qu'il croise l'orbite de la Terre. D'accord? Donc on étudie évidemment sa trajectoire. C'est quelque chose qui fait à peu près 1 km, hein, c'est un patatoïde qui fait en gros 1 km de taille, riche en carbone. Et donc ça c'est une mission Hayabusa 2, mission japonaise, et qui a été lancée en 2014, 4 ans de voyage. La sonde a parcouru 3 milliards de kilomètres. Elle a atterri sur l'astéroïde en 2018 et elle est revenue sur Terre en 2020 en rapportant 5 grammes d'échantillons. Donc j'ai calculé quand même, ça fait 37 millions d'euros le gramme. Donc, si vous en avez chez vous... Regardez, donc ça c'est l'ombre de la sonde qui s'approche de la surface. On voit encore un petit instantané. Et là c'est la dernière image avant de récupérer de la matière de l'astéroïde, ce qu'on appelle un touch and go, c'est-à-dire que la sonde s'approche, elle éjecte un petit flux de gaz et ça dégage de la poussière qui va être récupérée dans un petit réservoir. Et qu'est-ce qu'on a? Donc là, vous voyez les 5 grammes. Dans cette matière-là, on a découvert des molécules complexes avec du carbone, des acides carboxyliques, des acides aminés, des fonctions amines. Ça veut dire qu'on a en fait de la matière qui peut permettre de fabriquer de la vie en fait. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on étudie les astéroïdes, c'est qu'ils représentent la matière qui était là dans le système solaire au démarrage du système solaire et il y avait déjà les briques potentielles de formation de la vie sur ces astéroïdes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les étudier. Et j'en montrais un deuxième, ça c'est un autre astéroïde qui s'appelle Bennu. Cette fois-ci, c'est une mission américaine. Donc là, vous voyez la trajectoire de Bennu
qui est à peu près similaire à la trajectoire de la Terre. C'est aussi un géocroiseur, il croise l'orbite de la Terre. Et donc vous voyez ce satellite qui va toucher, avec un petit bras là, il touche le sol de Bennu et il éjecte un flux, cette fois-ci c'est de l'azote, et ensuite il y a de la matière d'astéroïde qui est soulevée de la surface, il ferme le réservoir et puis il s'en va. Sur ces astéroïdes-là, il n'y a pas assez de gravité pour s'accrocher, donc c'est pour ça qu'on fait un touch and go. D'accord ? Et quand on touche, on s'enfonce un petit peu dans le sol, qui est un peu poreux, on éjecte ce flux de gaz, on récolte de la matière, on ferme et puis on s'en va. Et donc là, celui-là, il a été lancé en 2016 et atterri en 2020. Il a plongé son bras qui fait 48 cm dans le sol pendant à peu près quelques secondes. Et il a récupéré 120 grammes d'échantillons. Donc là, on est à 6 millions de dollars le gramme, un petit peu moins. Gugu vaut plus la peine. Et il revient donc en 2023 après un voyage de 6 milliards de kilomètres. Donc voilà les images d'approche. Là, c'est le lieu d'atterrissage, enfin, où il va toucher. Ça, c'est juste une vue reconstituée qui vous montre ce petit bras de 48 cm qui va plonger. Ça, ce sont les vraies images voilà, du bras qui va se repositionner, qui va plonger dans le sol de Bennu pendant donc 6 secondes et qui éjecte un petit flux d'azote et qui ensuite ferme le réservoir et qui récupère ce matériau-là que vous voyez partout ici. Donc ça, ce sont les 120 grammes de matériaux. Et quand on l'analyse, eh bien, en fait, on retrouve la même chose que la mission sur Ryugu, c'est-à-dire des aminoacides qui sont les fondements, les briques de la vie sur Terre. Donc ce sont des matériaux qui sont très utiles pour savoir comment s'est formée la vie. Et en fait, ce sont des matériaux qui sont très riches sur les astéroïdes. Alors, il y a aussi un aspect intéressant d'étude de composition de ces astéroïdes-là, parce que ce sont des corps qui ont été formés, qui étaient là au début du système solaire, et qui nous donnent des informations sur l'origine, pas seulement de la vie, mais aussi du système solaire lui-même. J'en passe au quatrième question. Qu'est-ce que c'est que cette image ? Est-ce que c'est un gros plan sur la dernière météorite martienne connue ? Est-ce que c'est un détail de la surface européenne ? Ou est-ce que c'est une image haute résolution de la surface lunaire ? J'ai ma petite idée. Gros plan sur la dernière météorite martienne connue. Ceux qui savent n'ont pas le droit de souffler. Il y en a 3. Un détail de la surface européenne. Il y en a plein. Image haute résolution de la surface lunaire. Ah, il y en a quelques-uns quand même. Bon, merci pour ceux qui lèvent les doigts pour les autres questions. En effet, c'est un détail du satellite Europe. Alors, ceux qui sont allés à la conférence tout à l'heure, en fait, forcément, c'est plus facile pour eux. Hein, mais je ne m'adressais pas à eux. Donc, c'est en effet pas la surface européenne sur Terre, mais la surface du satellite Europe, satellite de Jupiter. Voilà, que vous voyez ici, défi 4. Le véritable challenge, c'est de plonger au cœur des satellites. Voilà, donc satellites de planètes géantes, donc Jupiter et Saturne, et qu'on étudie à la fois la surface et le cœur de ces petites planètes lointaines. Alors, qu'est-ce qu'on imaginait ? Mais en fait, déjà, il faut dire que quand vous regardez, quand vous cherchez un petit peu les voyages interplanétaires, on imaginait en fait déjà aller sur la Lune, c'était le bout du monde, quoi. Donc, on n'imaginait pas trop en fait aller beaucoup plus loin, à part quand on a commencé à aller sur la Lune avec la mission Apollo. Avant, on n'imaginait pas trop faire des voyages comme ça interplanétaires facilement. Et d'ailleurs, vous voyez ici tous les moyens de transport un petit peu étranges qui étaient imaginés pour aller sur la Lune. Donc ça, c'est encore les aventures prodigieuses d'Bergerac, qui est une source d'inspiration énorme. Ça, ce sont les premières images que vous reconnaissez peut-être, hein, de Galilée qui dessine les satellites de Jupiter, donc autour de la planète Jupiter. Galilée qui découvre avec sa lunette les satellites qu'il n'appelle pas galiléens à l'époque, il appelle satellites médicéens en l'honneur de Cosme de Médicis dans l'hiver 1609-1610. Donc voilà ce qu'on voit, des petits points en fait. Il voit des petits points et il voit pas grand-chose de plus. La révolution va arriver avec les sondes Voyager. Les sondes Voyager 1 et 2, donc ça c'est une image de la sonde Voyager 1 qui fait son approche de Jupiter. Et en fait, sur cette image-là, ce petit film, vous voyez des satellites. Si vous allez les voir, on les voit à chaque fois, ils apparaissent vite parce que c'est des images les unes après les autres. Et alors après, il y a eu des images quand même plus précises de ces satellites, mais
voilà la première fois qu'on avait des images un peu précises de ces satellites de Jupiter. Or aujourd'hui, alors ceux qui ont été à la conférence de Gabriel Tauby tout à l'heure ont eu plus de détails là-dessus, là je vais passer quand même assez rapidement, mais il y a une mission européenne qui s'appelle JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, qui a déjà été lancée en 2023, qui va arriver dans le système de Jupiter en 2031. Il y a aussi une mission de la NASA qui s'appelle Europa Clipper qui va survoler, qui va étudier les satellites. Alors, Europa Clipper, c'est plutôt sur le satellite Europe. JUICE, c'est plutôt va survoler les satellites galiléens pour explorer les océans sous-glaciaires de différents satellites. Alors, juste au passage, je ne vous montre pas la trajectoire de JUICE, mais JUICE est passé plusieurs fois, enfin une fois, à côté de enfin, il a été lancé de la Terre et il est repassé autour de la Terre pour prendre un petit peu d'énergie gravitationnelle. Et bien au passage, JUICE a confirmé que la Terre était habitable. C'est pas mal parce qu'il veut montrer quand même que les satellites aussi de Jupiter sont habitables. Donc voilà, il n'a pas confirmé que la Terre était habitée, mais elle est habitable. Donc voilà, pour étudier les satellites, donc ça c'est les satellites Io, Europe, Ganymède, Callisto, satellite de Jupiter, et JUICE va étudier ces trois-là, Europe, Ganymède, Callisto. Vous voyez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était un détail de la surface de Europe. Et ensuite, il va se mettre en orbite autour de Ganymède pendant 9 mois à peu près. Et pourquoi on veut étudier ces satellites? Eh bien parce que sous la surface de ces trois satellites-là, Europe, Ganymède et Callisto, eh bien, il y a un océan d'eau liquide, d'eau salée. Ça veut dire qu'il y a de la chaleur au cœur qui permet de maintenir liquide une certaine quantité d'eau dans un océan alors que la surface est gelée. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que on se dit qu'il potentiellement, s'il y a un océan d'eau liquide, ben, peut-être qu'on peut avoir aussi des formes de vie dans ces océans d'eau liquide. Et ça nous rappelle aussi des lacs sous-glaciaires, par exemple en Antarctique, comme le lac Vostok, qui sont aussi intéressants à étudier, puisque la faune ou la flore dans ces océans, ou dans ces lacs sous-glaciaires, n'ont pas été en contact avec l'atmosphère terrestre depuis plus de 1 million d'années. Donc voilà ce que c'est que ces océans d'eau liquide. On a même sur certains satellites, en particulier Encelade, autour de Saturne, on a des geysers d'eau salée. On peut regarder la composition spectroscopique la composition chimique en spectroscopie de ces panaches et on voit du sel à l'intérieur et des molécules organiques. Et ce qu'on aimerait, c'est aussi inspecter le fond des océans pour voir s'il n'y a pas, comme sur Terre, des évents hydrothermaux. C'est-à-dire qu'on a de l'énergie ici, probablement une activité volcanique, qui éjecte donc du magma, qui va chauffer l'eau ici. Et vous voyez que là, on a des bactéries qui se sont formées, des bactéries thermophiles qui se sont formées sur ces évents hydrothermaux. Donc il y a de la vie qui se développe. Alors évidemment, ce n'est pas des images dans les océans sous-glaciaires des satellites. Ça, c'est des images prises dans les évents hydrothermaux sur Terre, d'accord, que j'ai mis là. Je précise quand même. Mais voilà, donc on peut imaginer que, pourquoi pas, il y ait de la vie aussi dans ces océans-là. Et juste pour prolonger un petit peu plus ce défi, je vais parler rapidement de Titan. Donc Titan, c'est un satellite de Saturne, c'est un satellite qui est plus gros que la Lune, et c'est surtout le seul satellite du système solaire qui a une atmosphère. Alors, de Titan, je vais vous montrer, comme il y a une atmosphère, en fait, on ne voit pas grand-chose de la surface, et donc voilà ce qu'on imaginait dans le début du XXIe siècle, avant qu'on aille sur Titan. On imaginait des surfaces qui sont comme ça, avec beaucoup d'aspérité, des sortes de collines, des montagnes. On imaginait aussi qu'on voit Saturne en transparence dans l'atmosphère. Et là, vous voyez donc la sonde qui a été larguée. Donc là, c'est Cassini, une sonde qui a fait le voyage jusqu'au système de Saturne. Et là, c'est Huygens qui s'est posé sur le sol de Titan. Mais il faut imaginer qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé pendant plusieurs années sur un module qui devait atterrir sur une planète dont on ne connaissait rien. On ne savait pas si elle allait atterrir sur quelque chose de liquide, de solide, corrosif. On ne savait rien en fait. Donc il faut juste imaginer que ça va survivre un certain temps, le temps qu'on puisse étudier
la composition et l'état, la composition de l'atmosphère et l'état du sol sur lequel on allait se poser. Voilà les premières images. Pour vous dire qu'on ne voyait rien, ça c'est une image prise par Voyager de Titan. Vous voyez juste l'atmosphère. Atmosphère de méthane. D'accord? Donc ça veut aussi dire, ça nous donne la température, on est à peu près à moins 180 degrés de température. Donc il fait un peu froid sur Titan. Ça, c'est une image prise par Cassini, où vous commencez à voir par transparence qu'il y a des structures, et ce sont en fait des mers, pas d'eau liquide, mais de méthane liquide. Il fait moins 180 degrés. Mais on peut se baigner, quand même. Voilà, vous avez des cirrus, donc il y a toute une... Là, on pourrait reprendre le texte de Flammarion, remplacer l'eau par méthane, et il y a des pluies de méthane, il y a des cirrus de méthane, il y a des océans de méthane, etc. Et là, c'est le lieu d'atterrissage. Et là, je vais vous montrer, du coup, quand la sonde descend, elle commence à percevoir des reliefs et aussi des rivières. Ici, là, vous voyez tout un réseau méthanographique, hein, pas hydrographique, mais méthanographique. Et voilà, vous commencez à apercevoir avec un radar, là on est à 10 km d'altitude, la surface de Titan, et voici le sol de Titan. Donc là, les ingénieurs, quand ils ont vu cette image, ils étaient contents parce qu'ils ont vu qu'elle s'est posée, un peu par hasard, hein, sur un endroit qui était solide. Et alors comme cette image est belle, je l'ai reproduite plusieurs fois pour la coller à côté, mais c'est la même image. Et ce que vous voyez ici, c'est des galets de glace d'eau qui ont été roulés par des flux et reflux de rivières de méthane. Bon, ça vous montre qu'il pouvait prendre quand il y a de méthane, vous pouvez prendre un galet, puis vous pouvez faire des ricochets avec. C'est sympa comme endroit à Titan. Alors par contre, il y a quelque chose que vous voyez qui diffère de ce qu'on avait imaginé, c'est qu'on ne voit pas Saturne. L'atmosphère est tellement dense là, sur Titan qu'a priori, on ne voit pas la planète Saturne et les anneaux, ce qui est quand même dommage, parce que ça doit être un superbe spectacle. Titan, c'est intéressant aussi parce qu'il y a aussi un océan sous-glaciaire. Donc il n'y a probablement pas de vie sur la surface. Par contre, il y a aussi un océan sous la surface de Titan. Donc on veut aussi l'étudier. Et il y a une mission qui est en train de se préparer, qui sera probablement lancée en 2028 pour atterrir sur Titan en 2034 et qui durera à peu près 3 ans sur place. C'est la mission Dragonfly. Donc là, l'idée, c'est de faire atterrir un peu comme Huygens. Et vous avez une sonde là, qui aurait des petites pales d'hélicoptère et qui pourrait se promener sur la surface de Titan. Là, vous voyez les différentes pales et puis la petite, une sorte d'aérobot, et qui pourrait étudier Titan sur différents endroits, pas juste à un endroit comme on a fait avec Huygens, mais là, se balader. Et comme l'a dit Gabriel Toby tout à l'heure, c'est très facile de se promener par les airs sur Titan puisque l'atmosphère est plutôt dense. Et donc là, ça permettrait d'étudier cette planète. Qu'est-ce que c'est que ce point blanc? Point blanc. 3 possibilités. Photographie de la Terre prise à 6,4 milliards de kilomètres, gros plan sur la Station spatiale internationale, ou une image de haute résolution d'une étoile filante. Alors, qui dit que c'est la photographie de la Terre prise à 6,4 milliards de kilomètres? Voilà, j'ai une majorité. Qui dit gros plan sur la Station spatiale internationale, quand même? Ah. Il y a un irréductible. Et l'image de haute résolution d'une étoile filante? Personne. Ah si! Ah, il y a une madame, merci. Bon, mais c'est la photographie de la Terre, en effet, prise à 6,4 milliards de kilomètres. Désolé pour vous deux, mais c'est sympa de jouer. En effet, ça c'est la Terre qui est prise de loin. Ce que vous voyez ici, c'est la poussière qui se trouve sur l'orbite de la Terre, qui n'a pas été nettoyée par la Terre, donc il reste encore un petit peu de poussière sur son orbite, qui d'ailleurs crée la lumière zodiacale qu'on peut voir dans les endroits où il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Et ça m'amène à la dernière partie, le défi ultime, déceler de la vie ailleurs, et évidemment avec la piste des exoplanètes. J'aurais pu mettre un point d'interrogation, j'ai mis 3 petits points. Et voilà ce qu'on imagine. Ça, c'est un paysage d'exoplanètes. Vous voyez, c'est un petit peu la même imagination que ce qu'on avait sur Mars, hein, ou qu'on pouvait avoir sur Titan. À chaque fois, on imagine des trucs. Et en fait, ça, c'est drôle. Et ça, moi, c'est ce que j'ai appris aussi en particulier les missions Voyager. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des images
qui arrivait, c'était toujours différent de ce qu'on avait imaginé auparavant. Et ça, c'est la grande richesse de la nature, de faire des planètes, des satellites qui ont des diversités en termes de composition, de structure. Et c'est ça qui est intéressant dans cette exploration spatiale. Là, je ne parle pas de colonisation, je parle d'exploration spatiale, c'est de voir cette diversité. Donc ça, c'est ce qu'on imagine, et probablement que, en fait, là, ça sera très différent de ce qu'on va voir. Alors, ça, c'est ce qu'on imagine. Que nous donnent les images? Et bien voilà, je vous montre la première image d'une exoplanète, prise en 2004, première image directe. D'accord, là, je ne parle pas des détections, il y a différentes méthodes de détection, là, je parle d'imagerie directe. Ça, c'est la première image d'exoplanète de type Jupiter, 5 fois la masse de Jupiter, en orbite autour d'une naine brune, une petite étoile, prise en 2004 en optique adaptative avec le Very Large Telescope, télescope de 8 mètres. Voilà ce qu'on voit. Alors, on est un petit peu loin de ça, en termes de détails. Mais vous allez me dire, c'est en 2004. Aujourd'hui, on a le James Webb. 2022, première image d'exoplanète avec le James Webb. Voilà ce qu'on voit. Bon, on n'en est pas encore à faire de l'imagerie directe très précise sur les exoplanètes. On a quand même plein de résultats dont je ne vais pas parler là, mais en particulier en spectroscopie sur les atmosphères d'exoplanètes qui sont intéressantes. Mais voilà, on n'a pas d'image précise sur la surface des exoplanètes. Par contre, on en a plein. Vous voyez, ça, c'est la première est détectée en 1995. Et aujourd'hui, on en a quasiment 6000 des exoplanètes. Détectées par des méthodes différentes, dont je vais pas m'appesantir dessus, mais voilà, on en a vraiment plein. Et je vous montre juste cette image que j'aime beaucoup, qui vous montre la diversité, encore une fois, des exoplanètes. Donc là, je parle de planètes, je n'ai pas précisé, mais c'est des planètes en dehors du système solaire. Donc là, il y a diversité d'exoplanètes, de planètes froides jusqu'à des planètes chaudes. Et vous voyez, certaines ont des anneaux, un peu comme Saturne, Jupiter, Uranus ou Neptune, et puis d'autres, on pense, sont des océans sur Terre, etc. Je fais un petit zoom là-dessus. Vous voyez ici des planètes qui sont très froides, de l'ordre de moins 200 degrés, jusqu'à des planètes très chaudes, de l'ordre d'une centaine de degrés. Vous retrouvez ici d'ailleurs Mars, moins 100 degrés à peu près, et Vénus, qui en fait devrait même être plus vers la droite, parce qu'il fait 450 degrés à la surface. Voilà, donc là il y a un petit florilège de planètes. Évidemment, nous, si on veut déceler de la vie, il faut qu'on trouve des planètes qui sont dans ce qu'on appelle les zones habitables. Les zones habitables, donc c'est un endroit où, si vous avez une planète rocheuse avec une atmosphère, il faut que la température soit entre 0 et 40 degrés et ça permet d'avoir de l'eau liquide. Donc là, vous voyez, ça tombe bien, la Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil, mais Mars et Vénus sont plutôt à l'extérieur. Après, ça dépend aussi évidemment, de la luminosité du Soleil et ça peut évoluer au cours du temps. Typiquement, ça, c'est pas une planète habitable. Voilà. Alors ensuite, est-ce qu'on va pouvoir déceler de la vie? Et si on va déceler de la vie, est-ce qu'on peut aller lui parler? Alors ça, c'est le système solaire, vous voyez, jusqu'à Pluton. D'accord? Ça, c'est 10 unités astronomiques. Vous multipliez par 10 cette distance, vous l'avez ici. Ça, c'est 100 unités astronomiques. Vous multipliez encore par 10, 1000 unités astronomiques. Encore par 10, 10 000 unités astronomiques. Encore par 10, 100 000. Encore par 10, 1 million. Sachant qu'une unité astronomique, c'est une fois la distance Terre-Soleil. Tout ça pour dire qu'à chaque fois, ici, que je change, là, j'augmente la distance d'un facteur 10. Donc là, j'ai augmenté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et je tombe sur l'étoile la plus proche du Soleil, qui est donc 10 puissance 5 fois plus loin que la Terre du Soleil. C'est Alpha Centauri. À côté d'Alpha Centauri, il y a Proxima Centauri. Donc il se trouve à 4,23 années-lumière de nous, c'est-à-dire que la lumière, elle met 4 ans pour aller de Proxima Centauri jusqu'à la Terre. Donc ça représente 40 000 milliards de kilomètres. Vous voyez ici Alpha du Centaure, ici Proxima du Centaure, c'est un système triple d'étoiles. Et là, vous avez cette planète, donc, qui est Proxima Centauri B, qui orbite autour de son étoile qui est là en 11 jours. C'est une étoile pas très brillante, pas très lumineuse. Donc cette planète, on ne sait pas comment elle est. On ne sait pas du tout si c'est une planète rocheuse ou si c'est une planète qui sera recouverte complètement d'un océan. On ne sait pas si elle est chaude, si elle est froide. On n'a pas beaucoup d'informations dessus.
elle est quand même dans une zone qu'on pense habitable. Donc on se dit, est-ce que cette planète, si elle est habitable, est-ce qu'elle est habitée? Donc on aimerait bien aller voir. Alors si on veut les voir, il y a un projet qui a un petit peu du plomb dans l'aile actuellement, mais qui était un projet Breakthrough Starshot, qui est un projet d'envoyer des milliers de sondes qui seraient propulsées à 20% de la vitesse de la lumière. Et du coup, vous allez 5 fois moins vite que la vitesse de la lumière. Donc au lieu de mettre 4 ans, vous allez mettre 20 ans. D'accord? Donc vous envoyez ces sondes en propulsion par laser. Ces sondes mettent 20 ans pour aller sur place. Sur place, vous ne pouvez pas les freiner, mais elles peuvent prendre une photo, puis vous envoyer la photo en retour. La photo, elle, c'est de la lumière, elle va mettre 4 ans pour revenir. Donc au bout de 24 ans, vous avez l'image de la planète. Après, qui sera habitable ou pas, avec une atmosphère ou pas, etc. Donc 20 ans de voyage pour ces sondes-là. Et si c'est habitable, si c'est un havre de paix, et que vous dites, ah ben super, on va y aller, vous, ça vous prend 70 000 ans. Et ça, c'est la NASA qui a fait cette image-là avec ce que vous pouvez imaginer de ce qu'on pourrait voir quand on arrive. C'est le Planet Hop sur une telle planète. Évidemment, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, pour déceler de la vie, on a d'autres moyens. On peut par exemple essayer de communiquer avec eux. Ça, c'est une très vieille idée qui date des fin des années 50. Si les extraterrestres existent, eh bien, on pourrait communiquer avec eux. Alors, il y a Feu Arecibo, puisque maintenant il est détruit. Aujourd'hui, il y a le FAST en Chine, qui est un radiotélescope qui permet d'envoyer des signaux ou d'en recevoir, évidemment. Et on peut se dire qu'on essaie là de déceler de la vie intelligente. D'accord, évidemment, on ne va pas communiquer avec des bactéries sur notre planète, mais on se dit s'il y a des gens intelligents qui ont construit des radiotélescopes comme ça, ils peuvent communiquer avec nous. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Le problème, c'est que si vous communiquez avec l'étoile la plus proche, vous mettez 4 ans, vous voyez un signal, vous dites « Bonjour, comment ça va ?» Lui, il vous répond « Moi, ça va pas mal aujourd'hui, et toi ?» Et vous avez la réponse 8 ans plus tard. Ça, c'est 4 ans, c'est la plus proche. Si vous communiquez avec une étoile qui se trouve à 100 années-lumière, la communication « Bonjour, comment ça va? Moi, ça va pas mal », ça prendra 200 ans. Donc c'est un petit peu plus long. C'est ce qu'on appelle les programmes de recherche à très long terme. Et le problème, c'est qu'il y a évidemment de la vie aussi qui ne communique pas en radio. Même nous, si on veut communiquer avec un dauphin, il va falloir employer d'autres moyens de communication que par des ondes radio. Alors on a aussi envoyé des bouteilles à la mer, si je puis dire. Ça, c'est la sonde Pioneer 10, vous la connaissez peut-être, qui a envoyé une carte de visite. Très précise. Elle a envoyé une carte de visite, alors voilà, alors vous avez remarqué, c'est l'homme qui dit bonjour, la femme est un peu derrière. Ils sont tout nus. Là, vous avez la sonde qui est dessinée derrière. Ça vous montre où on est précisément. Là, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, Terre. La sonde, elle a fait ça. Vous voyez les planètes ici. Vous allez me dire, oui, mais ils ne savent pas où est le système solaire. Ben si, parce que là, il y a la carte des pulsars qui sont des étoiles à neutrons qui émettent des pulsations très précises. Et donc, ils savent très exactement où nous trouver. Et alors, il y a eu un débat à l'époque, parce que on ne sait pas s'ils vont être sympas avec nous. Est-ce que nous, on serait sympa avec un peuple qui se trouverait sur une autre planète? Imaginons que vous avez une planète qui vous correspond exactement, c'est le plan B de la Terre. La Terre, elle devient invivable. Vous allez là-bas, vous trouvez une planète, mais il y a déjà des gens, mais il y en a trop déjà, donc vous aimeriez bien les pousser. Est-ce que vous allez être sympa avec eux? Vous savez, a priori non. Ce qu'on appelle la colonisation. Donc on se dit que si eux, ils arrivent vers nous, on ne souhaite pas s'ils vont être sympas. Donc est-ce que c'est vraiment utile de donner tout ce détail? S'ils trouvent ça, ils nous retrouvent. Après, la probabilité qu'ils retrouvent cette petite carte de visite est quand même assez faible. Alors on a fait, il y a eu autre chose. Sur Voyageur 1 et 2, il y a eu un disque qui a regroupé beaucoup de sons de l'époque de musique, de discours importants, de musique folklorique, de l'époque. Et évidemment, ils ont envoyé un vinyle recouvert d'or avec un mode d'emploi pour arriver à reconstruire l'objet qui pourrait permettre d'écouter le disque vinyle. Donc ça, c'est en supposant que les gens qui vont le trouver sont quand même assez intelligents pour construire le machin qui va permettre de l'écouter. Et dedans, il y avait un message d'introduction de Jimmy Carter, qui était le président des États-Unis de l'époque, qui était en pleine guerre froide. Et je vous propose d'écouter ce texte parce que c'est pas très long, hein. Mais ça fait un parallèle avec le texte de Camille Flammarion de tout à l'heure, qui est assez intéressant. Voilà, donc ça, Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, une marque de nos sons, de notre science, de nos images,
de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps, de sorte que nous puissions vivre dans le vôtre. Cette dernière phrase, écrite quand même en 1977, par Jimmy Carter donc pendant la guerre froide, fait un petit peu froid dans le dos quand même. Voilà, donc on ne sait pas si ils vont nous retrouver un jour, mais s'ils nous retrouvent, je ne sais pas si on sera encore là. En fait. Alors, on ne sait pas combien on a, ça c'est... on peut calculer à peu près combien il y aura de civilisations intelligentes dans l'univers, c'est ce qu'on appelle la formule de Drake. Si on sait qu'il y a à peu près 2 étoiles qui se forment dans la galaxie par an, il y en a à peu près 1 sur 2 qui a des planètes. Il y a à peu près la moitié de ces planètes-là qui vont avoir un environnement favorable à la vie. On peut imaginer, après on n'en sait rien du tout, c'est vraiment à la louche comme ça, on se dit, bon, il y en a 20% sur lesquels la vie apparaît, et puis il y en a 5% de celles-là sur lesquelles la vie est effectivement apparue, et il y en a l'1 sur 2 qui va pouvoir envoyer des signaux détectables dans l'espace. Après, la question de combien de temps dure une telle civilisation, ça on n'en sait rien. Nous, ça fait une bonne centaine d'années qu'on envoie des signaux dans l'espace électromagnétique avec la télé, la radio, etc. Pendant combien de temps on va émettre comme ça, ça dépend quand est-ce qu'on va s'autodétruire. Et bon, imaginons, là j'ai mis 500 ans, juste pour faire le calcul, et on arrive sur 1. Donc mon résultat, là, avec plein de... Alors ça, ces 2 premiers, on est à peu près... on le sait à peu près bien, d'accord? Tous les autres, on n'en sait rien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez calculer qu'il y a une civilisation extraterrestre intelligente, ou alors on pouvait en avoir beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on appelle l'équation de Drake, qui nous dit rien du tout, mais qui est juste intéressante pour faire un petit peu de statistiques. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, qui dit il y a plein d'étoiles dans la galaxie. On en a 200 milliards. Imaginons vous faites un voyage sur une distance de 50 années-lumière chaque 100 000 ans. Si on vous dit vous avez 100 000 ans pour préparer le prochain voyage, vous me dites bon, ça va, ça vous laisse le temps de trouver, quoi. Mais la galaxie, c'est 100 000 années-lumière de diamètre, c'est-à-dire 2000 fois un tel voyage. 2000 fois 100 000, ça veut dire que vous avez exploré toute la galaxie en 200 millions d'années. Or, notre galaxie, elle a 12 milliards d'années. C'est-à-dire que ce truc-là, on peut le faire plein de fois dans la durée de vie de notre galaxie. Donc, ça veut dire que, et c'était Enrico Fermi, physicien, qui avait imaginé ça dans les années 50, en fait, on devrait être entouré de civilisations extraterrestres qui viennent nous regarder, nous étudier, ou nous coloniser. Et pour l'instant, en effet, on n'a vu personne. Et ça, c'est une vraie question. Et je crois que la réponse, elle est peut-être dans la durée moyenne de durée de vie des civilisations. Il est très possible que les civilisations durent... Enfin, il est possible, on n'en sait rien, en fait. On n'a aucune réponse ni à l'un ni à l'autre. Il est possible que les civilisations ne durent pas assez longtemps pour qu'elles existent en même temps et qu'il y ait une civilisation à un moment donné, puis une autre à un autre moment donné. Puis il suffit qu'il y en ait une qui dure 500 ans, puis qu'après, pendant 10 000 ans, il n'y ait plus rien. Elles ne vont jamais pouvoir se contacter. Ou alors, elles sont au milieu de la salle, parmi vous. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre attention. Merci pour votre exposé. Il me semble que ça fait pas mal d'années qu'on n'a plus trouvé, on n'a plus trouvé d'exoplanètes. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas trouvé d'exoplanètes, ça veut dire? Trouver d'autres exoplanètes, il me semble que ça fait pas mal d'années qu'on est à 5-6 000 et que le chiffre n'a plus évolué depuis Kepler, quoi. Alors Kepler a fait un gros bond en effet d'exoplanètes candidates qui ont ensuite été confirmées pour la plupart, donc ça fait un gros bond en effet. On continue à soit en découvrir, soit à en confirmer, donc le chiffre continue d'augmenter. Si vous voulez savoir exactement, il y a un site qui s'appelle exoplanète.org, si je me souviens bien, qui recense, au point U, je sais plus, qui recense le nombre d'exoplanètes. Et oui, c'est un champ qui est très très actif, un champ de recherche très actif, avec des exoplanètes de types différents. Là, je vous en ai montré vraiment très très rapidement quelques-unes, mais il y a plein. Évidemment, nous on recherche donc les planètes de type Terre, habitables,
avec les bonnes conditions atmosphériques, les bonnes conditions à la surface, etc., de température. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le climat possible. Par exemple, il y a même des études qui sont faites à partir des spectres qu'on détecte avec le James Webb sur la possibilité d'avoir des nuages dans les atmosphères. Donc, des études très précises sur ces exoplanètes. On est quand même passé à un degré de précision supérieur par rapport aux premiers résultats qu'il y avait eu, sachant qu'au départ, on détectait principalement des planètes très massives, genre 5, 6, 7 fois la masse de Jupiter, et très proches de leur planète. Et puis ensuite, avec les moyens d'observation plus précis et différents, on a détecté des planètes plus petites, de l'ordre de la taille de la Terre, mais qui sont plus dures à détecter, et aussi plus éloignées de leur planète. Et qui dit plus petite et plus éloignée est plus difficile à étudier. Mais non, c'est un champ vraiment très très actif de recherche actuellement. Ça continue d'augmenter. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de notre cher Premier ministre concernant les 1000 millions d'étoiles dans le système solaire? Est-ce que ça peut être une piste? J'ai vu la vidéo et j'ai adoré. Je dis ça, j'ai adoré. En fait, c'est quand même un peu... c'est assez... c'est désolant, en fait, de voir que... mais en fait, ça montre surtout que la plupart des politiques n'ont pas fait d'études scientifiques. Alors après, pas toutes, parce qu'à côté de notre cher Premier ministre, comme vous dites, il y avait quand même Madame Borne, qui a fait des études scientifiques de haut niveau, et qui avait l'air assez étonnée de ce que disait le mec à côté. Donc, non mais, on rigole, mais c'est vrai que c'est désolant quand même de voir que ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. Mais ça c'est quand même, je crois, une spécialité à la France d'avoir des politiques qui n'ont jamais fait de science, quoi. Je pense qu'en Allemagne, c'est pas le cas. Angela Merkel, par exemple, c'est un bon exemple. Donc oui, ça, c'est très triste. Merci pour cette remarque. Comment? Non, c'est pas moi qui vais l'inviter, mais si Bruno... si quelqu'un veut l'inviter... mais vous voulez qu'il parle de quoi? Juste un commentaire sur les politiques. On avait aussi le patron de la NASA qui avait déclaré que la face cachée de la Lune était toujours dans la nuit, et donc c'était très difficile d'y aller. Ma question, c'est... Pas mal. Je ne la connaissais pas, celle-là. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein, pour l'administrateur de la NASA, ça craint un peu. L'actuel? Non, le précédent. Ah, le précédent. Mais l'actuel doit être dans les mêmes... Et peut-être pire, même, je crois. Et peut-être pire. Ma question, c'était, est-ce qu'on peut encore croire tant soit peu à une arrivée, en tout cas des Américains, sur la Lune avant 2030? Ça paraît tellement... Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Ça paraît... en fait, j'ai quand même vérifié les dates. C'est toujours ce qui est prévu pour l'instant. Mais en effet, ça se retarde à chaque fois. Et oui, moi, je suis très dubitatif aussi. Surtout que, bon là, je n'ai pas trop détaillé, mais en effet, la recherche en général n'a pas l'air d'être l'objet de prédilection du gouvernement actuel aux États-Unis. Donc, avec les coupures de budget, ça non plus, j'en ai pas parlé... Et les coupures de budget sur toutes les agences de recherche sont quand même sont drastiques et étonnantes pour un pays qui se veut être à la tête. Et là-dessus, c'est vrai que à la tête du monde, j'allais dire. Là-dessus, c'est vrai que la Chine est beaucoup plus cohérente. Elle met beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, pas seulement d'argent, mais de moyens dans la recherche fondamentale. Et je pense que c'est la voie que devraient suivre les États-Unis. Et oui, c'est catastrophique, mais pour plein de trucs. C'est catastrophique pour l'étude du climat, des océans, du ciel, enfin de tout. Et puis évidemment pour le reste aussi, même en dehors de la science, quoi. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça, parce qu'en effet, on vit une période qui est quand même assez troublante, pour dire le moins. D'ailleurs, je suis étonné parce qu'au premier mandat, Trump avait proposé de réintégrer Pluton dans les planètes. Pluton était la seule planète que les Américains avaient découverte. Et là, il ne l'a pas encore dit. J'attends qu'il le dise. Oui. J'aimerais revenir rapidement sur... Pardon, ça fait bizarre de s'entendre soi-même.
J'aimerais revenir rapidement sur la formule de Drake. Oui. Qui compte le nombre de civilisations, c'est ça? Oui. L'idée, c'est de compter le nombre de civilisations intelligentes, c'est-à-dire capables de communiquer avec d'autres. On est d'accord qu'elle a 1. Là, c'est mon calcul. Hein. J'arrive à 1, mais on peut avoir plusieurs millions si vous changez les paramètres. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette formule, en fait. Je pense que le calcul est bon, vu que c'est nous. Là, ça veut dire que vous vous considérez intelligent. Ah. Non, je veux dire au sens large. Hein. Oui. Alors quand on dit intelligent, en fait, juste pour préciser, ça veut dire capable de communiquer. Ça ne veut pas forcément dire intelligent au sens intelligence où on l'entend. Ma question était alors, sur la détection des exoplanètes. Je connais celle qui consiste à regarder la luminosité d'une étoile et voir à quel moment elle baisse pour savoir si la planète passe devant, mais je ne connais pas les autres. Donc ça, ce que vous dites là, c'est le transit, la méthode du transit, donc elle passe devant, c'est comme une éclipse. Les autres, il y en a plusieurs, mais il y a l'imagerie directe, j'en ai montré 2 exemples d'imagerie directe, ça marche que sur les planètes qui sont vraiment très éloignées, et généralement on essaye de cacher la lumière de l'étoile qui est au centre pour voir la planète qui est à côté. Après, il y a aussi la vitesse radiale, où là, ça marche bien quand vous avez l'orbite dans le plan de la ligne de visée, et vous avez la planète qui va s'éloigner de vous, se rapprocher de vous, et donc ça fait un effet Doppler, avec la fréquence qui change. Donc, du coup, vous voyez les raies spectrales qui vont aller vers les petites longueurs d'onde ou les grandes longueurs d'onde. Au départ, on va dire, 51 Peg-B, la première exoplanète, a été détectée avec la vitesse radiale. Et puis, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt le transit qui est la méthode la plus utilisée. Donc, on regarde une planète qui passe devant l'étoile va occulter une partie de la lumière de l'étoile. Et avec ces méthodes-là, on peut détecter 1, 2, voire 10. On peut détecter plein d'exoplanètes autour de ces étoiles. Bonjour et merci pour votre exposé. Ma question est un peu en relation avec celle... Oui, pardon. Ah, oui, un peu en relation avec celle qui vient d'être posée. Je me demandais, la détection des exoplanètes, on a vu qu'entre une vingtaine d'années, on a eu pas forcément un plus gros zoom, peut-être une meilleure définition avec la précision qu'on peut avoir. Et quelle perspective peut-on avoir? Est-ce qu'on va avoir un effet de seuil lié aux limites physiques? Est-ce qu'on va pouvoir zoomer plus, voir plus de choses? Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a une limite? Sur l'imagerie directe, je pense qu'on aura du mal à voir la surface d'une exoplanète. On arrive à le faire, mais on a du mal quand même à voir la surface des étoiles autre que le Soleil. On arrive à le faire en particulier en interférométrie, quand on combine des faisceaux, on arrive à voir un peu la surface des grandes étoiles. Bételgeuse, par exemple, qui est une énorme étoile, supergéante rouge, ben là on va arriver à voir comme des taches solaires ou des inhomogénéités sur la surface. Une planète, c'est quand même plus petit, j'ai du mal à imaginer qu'on va avoir la surface d'une étoile. Donc là, c'est pour ça que j'ai montré l'imagerie directe, juste pour vous montrer que même avec le James Webb, on n'arrive pas à voir la surface. Par contre, ce que je n'ai pas montré, parce que ce n'était pas le but de cette conférence, mais si vous avez une conférence sur les exoplanètes, vous verrez qu'en spectroscopie, par exemple, on fait beaucoup de progrès. Donc là, on analyse la composition de l'atmosphère, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, et là, on peut savoir si la planète devient habitable. C'est-à-dire, en gros, si vous avez de l'oxygène, du CO2 et de l'ozone, vous dites, il y a une atmosphère qui est plutôt sympa, ou peut-être qu'il y a des possibilités qu'il y ait de la vie qui puisse s'y développer. Donc on est plutôt sur cet ordre-là, mais l'imagerie directe des exoplanètes, c'est intéressant pour les détections, mais ça ne va pas nous dire ce qu'il y a sur la planète elle-même. Pour ça, il faudrait envoyer des sondes. Vous avez vu les temps que ça prend, c'est rédhibitoire. Il y a certaines personnes qui ont proposé l'idée d'aller chercher dans les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes ou d'autres astéroïdes les métaux rares qui sont fort peu présents sur Terre. Que pensez-vous de l'impact sur de possibles découvertes scientifiques à cause de peut-être une telle mission? C'est pas vraiment le but des missions là, dont j'ai parlé, qui était vraiment d'étudier la composition, donc pour voir ce qu'il y a, pour comprendre le lien avec l'origine de la vie sur Terre et aussi l'origine du système solaire. Mais en effet, il y a des projets qui ne sont pas des projets des agences spatiales, en fait. Il y a des projets d'entreprises en particulier qui voudraient aller exploiter. Alors vous avez vu le prix là, c'est encore un petit peu élevé. Ça, je vous ai donné quand même le prix au gramme. Évidemment, ça ne veut rien dire parce que
Et leur but n'est pas de vendre cette matière-là, donc ça ne veut rien dire de donner de programme, mais c'est quand même intéressant de voir ce que ça représente en termes de coûts. Alors, je pense qu'en effet, il peut y avoir un engouement parce que, et ça je l'ai un petit peu dit très rapidement, le droit spatial est très flou. Et en gros, il y a le traité du Luxembourg qui dit que le premier qui a ou la première nation qui a récupéré un bout de quelque chose, quel qu'il soit, la Lune, astéroïde, Mars, peut l'exploiter et en faire ce qu'il veut. Donc il y a un droit tellement flou, je pense qu'il est flou parce qu'il n'y a pas encore moyen d'aller exploiter ces ressources-là, mais à un moment donné, il faudra un petit peu clarifier ces choses-là, parce que oui, ça peut être en effet... on peut imaginer qu'une nation s'approprie, je sais pas, un astéroïde et l'exploite. Donc là, oui, il y a un flou juridique, et il faudra que les juristes se mettent un petit peu au droit spatial pour essayer de clarifier ça, mais c'est compliqué, parce qu'après, ça dépend quelle nation signe ça. Ce traité-là du Luxembourg n'est pas signé par beaucoup de nations. Donc, mais il l'est par les États-Unis, par exemple. Ils sont très intéressés à s'approprier une partie de la Lune, par exemple, pour pouvoir l'exploiter. Pour ça, je disais, le premier qui arrive sur la Lune, il prend son cratère, et je pense qu'il ne va pas accepter que les autres viennent sur le cratère. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Oui, une petite question technique, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais sur Mars, il y a eu du volcanisme à une époque, puisque l'impulsion, c'est le volcan le plus grand, mais il est éteint maintenant, parce que la planète s'est refroidie. Et donc avoir du volcanisme, il me semble que c'est important, parce que ça permet de régénérer une atmosphère qui est balayée par le vent solaire. Je ne sais pas si l'image est suffisamment précise, mais bon. Donc, est-ce que quand on essaye d'évaluer les planètes habitables, est-ce qu'on se pose la question du champ magnétique et donc de son refroidissement inévitable? Oui, c'est une bonne question. Sur la Terre, il y a plein de conditions. C'est ça. Alors, ce qui est difficile pour répondre à votre question, c'est qu'on ne sait pas on ne sait pas quelles sont les conditions qui étaient nécessaires en fait à l'apparition et au fait que la vie subsiste sur Terre, parce qu'on n'a qu'un exemple. Donc on ne sait pas si on enlève le magnétisme ou si on enlève la Lune, ou est-ce que la vie se développe quand même et est-ce qu'elle subsiste? On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en effet, sur Mars, il y a une activité volcanique, probablement qu'elle n'est pas suffisante pour régénérer l'atmosphère. Est-ce qu'elle serait suffisante sur Terre pour régénérer l'atmosphère? Je ne suis pas un expert, mais je ne suis pas sûr non plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il y avait un épisode glaciaire sur Terre qui devenait global, et ce qui a empêché qu'il devienne totalement global, c'est l'émission de méthane, qui est un gaz à fort effet de serre, qui a permis à l'atmosphère de se réchauffer. Donc, voilà. Mais peut-être que sur Mars, l'atmosphère était déjà en train de devenir tellement ténue que ces émissions de méthane provenant du volcanisme ne suffisaient pas, en fait, à régénérer l'atmosphère et à la maintenir. Là, le problème de l'atmosphère, c'est vraiment un problème de magnétosphère. Il y a une graine de fer dans le centre de la Terre là, qui permet de créer cette magnétosphère, qui nous permet d'éviter... c'est ce qui fait que toutes les particules du Soleil, qui sont vraiment très dangereuses, dévient, à part sur les pôles, et ça nous fait des belles aurores polaires. Mais sur Mars, il n'y a pas ça. Donc sur Mars, ça arrive directement sur la planète. Après, il y a aussi le fait... Il y a deux choses qui jouent. La gravité sur Terre est plus importante, donc elle maintient aussi une atmosphère plus facilement parce que la vitesse de libération est plus grande. Donc il y a plein d'autres choses qui jouent, mais c'est difficile de savoir après ce qui va jouer sur la vie. Tant qu'on n'a qu'un exemple, c'est difficile. Oui, j'avais une question justement là-dessus aussi. Parce qu'on nous dit souvent que c'est le champ magnétique de Mars qui a disparu et donc les vents solaires ont emporté l'atmosphère. Sauf que Vénus n'a pas de champ magnétique et pourtant elle a une atmosphère bien plus importante que Mars et il me semble aussi importante que la Terre si ce n'est plus. Du coup, j'ai du mal à comprendre la logique qui va derrière ça. Et sinon, j'avais une question aussi. Est-ce qu'on a une idée des exoplanètes dont l'atmosphère serait assez bonne? Donc, en spectroscopie, on arrive à détecter si on a certains éléments. Mais est-ce qu'on arrive à le détecter de façon quantitative et pas juste qualitative? Donc, qu'il y ait assez d'oxygène pour faire subsister
de la vie. D'accord. Donc pour la première question, pour Vénus, c'est pas trop un problème de magnétosphère, c'est plutôt un effet de serre divergent. En fait, sur Mars, il y a une glaciation divergente due à la perte de l'atmosphère, et sur Vénus, c'est un effet de serre divergent dû à l'éjection principalement du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui a rendu l'atmosphère plus épaisse, plus chaude, et maintenant il fait 450 degrés à la surface, ça fait 90 atmosphères de pression. Donc, c'est ça sur Vénus, qui a effet de serre divergent d'un côté et glaciation divergente de l'autre. Pour les spectres, pour l'instant, on en est plutôt à des détections d'éléments. Par exemple, tout à l'heure, si on voit de l'oxygène, du CO2 et de l'ozone, on se dit, potentiellement de la vie. On n'en est pas à savoir si ces quantités, on peut faire des rapports de raies, mais les raies, là, elles sont quand même, quand on détecte quelque chose, c'est déjà bien. On n'en est pas encore à savoir si les quantités sont suffisantes pour que de la vie soit réellement dessus. On a fait d'ailleurs l'essai, par exemple, il y a une mission qui était partie sur Mars, qui s'appelle l'Epoxy, qui a pris un spectre de la Terre assez loin, et qui a pris un spectre de la Terre comme si la Terre était à la distance de certaines exoplanètes. Et on détecte, en effet, voilà, on détecte l'oxygène, on détecte un petit pic de CO2, d'ozone, et on se dit, un peu comme le Juice voyait tout à l'heure, que la Terre est habitable. Il y a une atmosphère qui a l'air respirable. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il y a de l'oxygène, CO2, d'ozone que n'importe quelle atmosphère est respirable? Il faut qu'il y ait des bonnes quantités d'oxygène qui ont évolué d'ailleurs sur la Terre. L'oxygène, il a beaucoup évolué. Donc ça suffit pas, mais on détecte, c'est pas encore suffisant au niveau quantitatif. Puisque vous avez parlé de Bételgeuse, j'en profite. J'avais lu que la luminosité de Bételgeuse variait beaucoup, et que même certains pensaient que ça voudrait peut-être dire une explosion prochaine de l'étoile. Et puis j'ai lu tout récemment qu'il y a sans doute une étoile compagnon. Est-ce que ça pourrait être cette étoile compagnon qui provoque des changements de luminosité, ou alors les fréquences sont pas du tout les bonnes? Alors, je pense, de ce que j'ai lu, moi, je ne crois pas qu'il y ait de présence de compagnons. Par contre, en effet, on a vu une chute de luminosité à un moment donné sur Bételgeuse, et on s'est dit que c'est peut-être en effet le supernova qui va se produire. En fait, ce qui a l'air plutôt de se produire, c'est qu'on a une structure qui a occulté une partie de la surface de Bételgeuse. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on n'en sait trop rien. Il se peut que ce soit... ça peut être une éjection de masse coronale, comme le Soleil, par exemple, qui va cacher à un moment donné la surface de Bételgeuse, mais il faudrait qu'elle soit vraiment très grande, mais c'est pas impossible. Voilà, donc en fait on a des images qui sont, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais elles sont quand même pas de très bonne résolution, parce que c'est des images qui sont acquises donc, sur une étoile qui est quand même loin, même si elle est très grosse, elle est loin, donc sa surface est petite, vue d'ici, le diamètre apparent, et on utilise l'interférométrie optique pour essayer de détecter la surface. Donc en fait il y a une très mauvaise qualité résolution angulaire. Donc on ne sait pas ce que c'est. Par contre, je pense que moi, j'ai pas vu qu'il y avait de compagnons parce qu'il n'y en a pas de période. Ça s'est passé une fois. Donc on a vu ce sorte de comme une éjection qui était devant, mais on n'a pas revu ça après. Mais par contre, c'est toujours, on continue à surveiller, à observer cette étoile, donc peut-être qu'on va le revoir à un moment donné. Mais qui dit compagnon, et c'est pareil pour les exoplanètes, une détection d'exoplanètes, pour en être sûr, il faut la détecter le transit au moins 2 fois. Et 3 fois pour avoir la période, en fait. Et on est à peu près sûr. Là, on n'a pas vu de compagnon. D'accord. Visée directe, oui, moi j'ai plutôt vu une occultation par quelque chose, mais pas forcément quelque chose qui revenait de face. Alors, j'ai lu dans un livre, apparemment, pour rechercher des exoplanètes, maintenant il fallait plus, c'était plus la meilleure des approches de rechercher des exoplanètes qui ressemblaient à la Terre ou qui étaient dans la zone habitable de leur étoile. Et du coup, c'est quoi la meilleure approche? J'ai lu que c'était plus trop la meilleure des approches pour trouver des exoplanètes habitables. Après, je crois que tout le problème vient du terme habitable, c'est-à-dire qu'il y a des séances entières sur la définition de l'habitabilité. En effet, de toute façon, on l'a vu par exemple sur les satellites de planètes géantes, ils ne sont pas dans la zone habitable, puisqu'ils
sont en dehors de la zone qui va en gros de Vénus à Mars, mais ils sont autour de planètes géantes, et ça leur donne de l'énergie au cœur qui leur permet d'avoir un endroit qui est habitable sous la surface. Mais en fait, la zone habitable, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de la définir d'une manière simple. Après, oui, on recherche quand même des planètes qui sont... Si on recherche une planète qui tourne autour de son étoile, on va rechercher des planètes qui sont dans la zone habitable. Par contre, si on recherche de l'habitabilité, on peut la rechercher autour d'un satellite de planète géante. Ça, c'est possible. Et ça, on commence à pouvoir faire ça, c'est à rechercher des satellites de planètes géantes dans les exoplanètes. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la seule limite à l'exploration spatiale pour les travaux scientifiques, c'est l'argent. Mais est-ce que les scientifiques s'emparent aussi des questions d'éthique, de justement la place de la position de l'homme dans l'espace, sur la Lune, etc. Ou est-ce qu'on laisse ça uniquement aux politiques? Est-ce que les scientifiques s'emparent des questions éthiques ou est-ce qu'on laisse ça aux politiques? C'est ça la question? Oui, en gros, oui. Non, je pense que les scientifiques s'emparent des questions éthiques aussi, en particulier sur Mars. Typiquement, il y a beaucoup de scientifiques qui disent depuis longtemps qu'avant d'aller envoyer plus de rovers sur Mars ou même employer ce terme de colonisation, eh bien, il faut s'assurer, ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu de vie sur Mars ou qu'il n'y a pas encore de la vie fossilisée. Il faudrait la retrouver avant d'envoyer plus de... Plus on envoie de rovers, plus on risque d'envoyer aussi des bactéries sur la planète Mars. Et à partir du moment où, si vous laissez des bactéries sur Mars, alors, sur le sol de Mars, en fait, le sol est tellement... il y a tellement d'oxydants sur la surface que les bactéries ne vont pas survivre. Après, les bactéries terriennes ne vont pas survivre, terrestres. Mais dans le sous-sol, on peut imaginer qu'il y a encore de la vie sur Mars ou de la vie fossilisée. Là, il faudrait la détecter avant d'envoyer plus de choses. Imaginons que le rover qu'on voulait envoyer, le Rosalind Franklin qu'on voulait envoyer pour forer sur 2 mètres, il ne faudrait pas qu'il envoie des bactéries sur son bras qui se mettent dans ces 2 mètres de profondeur. Donc, après, on essaie de stériliser le plus possible quand on envoie une mission martienne. Mais non, je crois que les scientifiques sont tout à fait au courant de ça, mais les politiques un peu moins. Après, il faut aussi dire quand même que le voyage de la Terre à Mars, ça stérilise quand même. Hein, des voyages de à peu près 6 mois avec une vide intersidérale, température très faible, des rayons cosmiques, ça stérilise quand même. C'était la dernière question, donc éventuellement vous pouvez aller poser votre question directement à M. Chatty s'il est disponible. Bon appétit. Merci.